J'habite une de ces 1001 petites villes où il faut être né et avoir beaucoup rêvé pour bien les comprendre et les aimer vraiment. Les jours s'y suivent monotonement pareils, exempts de fièvre, n'amenant avec eux rien que du prévu. Mais on y a grandi. Un jour on y est venu sans trop savoir pourquoi, et on en connaît tous les recoins maintenant. Chacun d'eux vous garde quelques souvenirs, ce petit peu de soi qu'on a laissé ici. Et c'est pourquoi on en chérit les moindres détails. Telle rue étroite, tel banc de pierre. Tout, jusqu'aux plus infimes horizons et jusqu'aux aspects les plus neutres. C'est d'un amour presque insouciant d'ailleurs, puisqu'on les a toujours vus, puisque notre vie ayant été si mêlée à ces choses, une bonne partie de notre être s'y est peu à peu identifiée. La terre, couchée, offre au soleil ses mamelons enguirlandés de vignes. Les grappes se dorent et se gonflent de juteux bénéfices à venir. Le chemin mollement enlace la colline et d'un seul coup, à 30 mètres d'altitude, une immensité océane déploie dans l'allégresse vaporeuse de la lumière des Charentes les vagues lourdes d'eau-de-vie de ces longs rangs de vignes. Ces droites et ces courbes des vignobles qui donnent à nos paysages plutôt mollassons la rigueur nette d'une eau forte, ce sont nos vignerons qui les ont dessinés. Ces bouquets de noyers, ces rideaux de peupliers dans les fonds, ces cyprès qui veillent sur nos morts avec un petit air de Toscane, si Dieu les a bénis, nous lui avons construit assez d'églises romanes pour reconnaître ce qui lui est dû et pour aujourd'hui l'oublier. Car les églises sont vides et les chais sont pleins. On est benaise. De ci, de là, une bâtisse rectangulaire, austère comme un escurial, est assise au milieu de son parterre de vignes. Un porche monumental de pierre taillée plein cintre ou en cintre surbaissé, flanqué d'un portillon, ouvre, quand il n'est pas fermé, sur une cour bordée de longs chais. Des portails également cintrés dissimulent le matériel, le pressoir, les cuves, les alambics en cuivre et les futailles d'eau-de-vie, dont l'évaporation noircit les tuiles rondes. Au fond, s'élève la maison du maître, avec son entrée au centre, de fenêtres à droite et de fenêtres à gauche, rectangle parfaitement inscrit dans le rectangle de l'enceinte. Derrière la maison, le jardin lui aussi est clos de murs. Sommes-nous entrés dans la paix d'un cloître ou dans la simplicité d'une villa gallo-romaine? Un jour, j'ai tracé le plan, tel que nous le décrit Homère, du manoir d'Ulysse. C'était un logis charentais. Dans ma jeunesse, je m'émerveillais de pouvoir rencontrer à Jarnac quelques-uns des plus grands esprits de ce temps, généralement des hôtes des Delamain, gens qui ont éclairé l'édition, la littérature, au lendemain de la Première Guerre mondiale. À Paris, la Nouvelle Revue Française, la NRF, fut le point de contact de tous les intellectuels de ces années-là. Mais je n'oublierai les 1001 talents qui se sont affirmés ici, jusqu'à ceux qui n'avaient pas de ces talents particuliers qui auraient pu les rendre notoires ou illustres, et qui étaient de bons ouvriers de ce terroir. Ces paysans qui l'ont fait. Nous autres, les Charentais, on nous appelle les cagouillards. Parce que la cagouille ou l'escargot, comme disent les étrangers qui sont pas d'ici. On nous blâme d'être toujours en retard, d'être des lambinous, pas pressants, comme la cagouille, quoi.
Et pourtant, il y a un gars joliment glorieux chez nous, le baron de Jarna, Guy Chabot de son nom, qui a prouvé dans le temps que le sang cagouillard, il est plus vif qu'on zoudi, avec son fameux Côte Jarna. Quand vous penserez qu'il y a des gens qui pensent en le Côte Jarna auler un coup par franc, une chétiverie, une méchantise d'un gars qui vous prend par derrière. Mais non, c'est simplement que notre baron de Jarna, il était ben copé, l'œil tout plein à gralant. Il avait de l'allure. Ah, ça joliment. S'il trouvait une femme couchée, fallait pas compter sur lui pour la redresser. Ah, dame, on est poli. Ouais, mais tous les autres seigneurs, ils en étaient jaloux. Autant que le roi Henri II. Mais le plus jaloux, c'était la châtaigneraie. Un grand original qui avait coutume de chercher des noises et de servir de son épée comme un juge de paix. Un jour, v'là qu'il a guigne notre gentil Chabot. Si t'es pas un lâche, viens sur la palène, que nous étripions devant le roi et devant la reine. Malheur, v'là les deux gars comme deux geaux en patras sont mis tendre toute la cour. Pour la châtaigneraie, il se faisait point de bile. Au duel et dans tout le pays, on était le plus habile. V'là qu'ils vont s'affronter. Ils sont tous menaçants, tous se tournant autour, comme se reniflant, se humant. Sûr que tournant sous le chapia, à savoir qui des deux va commencer. Et l'assistance qui retient son souffle. Au bad, comme deux borloqués, deux touches à petits et prêts à s'écarcailler. Mais on commence quand leur histoire? Mais oh là, tous ceux qu'en regardant autour, ils ont pas le temps de buffer, que déjà sur son cul, la châtaigneraie hachée. Nous diable de Jarnaquet, plus rapide qu'une éloise, a bondi sur le paletot à l'autre gars, et d'un coup d'épée, il a coupé le jarret. Master, v'là les Jarnaquets qui l'acclament en foule. Et même que les plus jolies, elles veulent lui biser la goule. Mais pour la châtaigneraie, vous parlez d'une histoire. Paraît qu'il en est mort. D'honte et de désespoir. Moralité. Les ans auront passé depuis telle aventure, où notre Guy Chabot a mis sa signature. Mais chez nous, le Côte Jarna, il est toujours à la mode. Seulement que voulez-vous, avec le temps, on a changé de méthode. Quand avons devant nous un fiero d'adversaire, qui nous prend pour des sots et qui fait des manières, au lieu d'aller chercher l'épée à feu Chabot pour lui couper les jambes, on l'y verse d'eau pinot. Et quand le gars vaincu t'impue sur ses guiboles, que sa tête virole et qu'il la sent toute molle, on lui administrons une bonne tournée de cougna. Si ça le remet pas d'aplomb, ce sot, on lui donne de l'esprit, tout comme au paradis au mi-temps des étoiles. Et v'là qu'il leur demande, de notre Côte Jarna. Pour changer quelques douelles d'un fût ancien qu'on veut réparer, on enlève les cercles du haut, on desserre un peu ceux du bouge et du collet, on sort un des fonds, et c'est ce qu'on appelle, selon la formule très belle et parfaitement expressive, mettre le fût en rose. Car le fût s'en trouve alors légèrement, et les douelles s'écartent exactement comme une rose qui s'ouvre au soleil. Et pour donner plus de vérité à la comparaison, c'est un des plus délicieux parfums du monde qui brusquement emplit l'odorat et se répand sur le chantier. L'arôme unique du cognac, qui, à mon sens, est d'une qualité bien supérieure au goût du cognac lui-même sur la langue et sur le palais. Ce parfum monte à la tête et peut même enivrer celui qui répare des fûts pendant toute une journée dans un atelier fermé. Ce n'est pas l'odeur de l'alcool,
ou même d'un vin fin. Ce n'est pas une odeur fabriquée, c'est un parfum vivant, bien que créé par l'homme, et digne de concurrencer ceux de la nature parmi les plus doux, comme l'odeur du foin, du chèvrefeuille ou de la rose elle-même. Ah, mais c'est qu'on nous est arrivé une autre côte Jarna. Et telle fois, on était un coup bas. C'est le moment où notre felodé de Napoléon, qu'avait chute son trône et qu'on n'en voulait plus, en somme une autre vie hors d'âge, allait se faire un bourgonnet à Sainte-Hélène, l'île Salée. C'était pas malheureux. Mais pour Hélène, il savait pas encore. Il savait seulement que certains imaginaient de le faire dégarpiller vers l'Amérique, tout accrapaudi dans une barrique d'Ocunia. Oh, y a plus d'honneur. Mais donc, de Paris, le v'là qui ripe ses galoches. Et le bon peuple qu'il saugeant à la trace, soit pour s'y acclamer, soit pour s'y tuer. Les gens y sont farinous. Et alors, il se colportait comme une traînée de poudre le nom de toutes les villes où il allait zou passer. Mais v'là qu'à Orléans, sa caravane se cope en deux. Il y a ceux qui se taillent vers Rochefort, et puis les autres vers Limoges. Probable qu'on était une diversion. Et voilà, t'as le Rochefoucauld. Tout le monde s'excite, parce qu'on a vu les voitures devant le château et qu'on songe qu'ils vont y faire godaille, et pas que de la gnurgnotte. Seulement à Jarna, ou à Cugna, c'est moins la liesse que la révolution. C'est qu'il y en a qui sont pas d'accord avec lui, qu'ils y préparent une embuscade. Et donc, les voitures de notre bon empereur, elles passent pas inaperçues. Dès avant Jarnac, il y a des rabalais de fumelles sillant comme des galipotes et tournant autour des voitures pour y acclamer te foutu drôle. Mais bisque, v'là les ennuis qui commencent. Et ce chéti maître de poste qui veut les retenir pour la nuit. Rapport aux embuscades qui ont été préparées à son intention. C'est que la chicanerie avec l'Angleterre, que notre empereur il aime point trop, a fait chuter notre commerce et qu'on peut plus vendre de Cugna depuis 15 ans. Alors v'là les négociants, faisant leurs accordailles, et tout s'habilla, tout agralant, tout retournant du cul, tournant leur chopine de Cugna et de Pinot, qui se présentant à l'auberge. Et là, Bernoncio, de Bonaparte point. Il avait en pris une autre route. Et probable qu'il était déjà à Rochefort, à tuer chez un Casanis, collait la liqueur d'Écosse. Autant vous dire que nos négociants, ils avaient couru la chevrette. Et ils rabalèrent en leur maison, le nez aussi bas qu'on les cagouille. J'ai grandi sous le ciel mouillé d'Aquitaine. Notre maison était posée au bord de la Charente, sur la rive du droit coutumier. Mes souvenirs s'appellent tilleul, ormeau, noyer, maïs, abeille, sarcelle, anguille. Un mur sous le soleil, la liberté à portée de jambes et de l'imagination, l'absence de frontières entre le ciel et la terre. Je mis beaucoup d'obstination à m'assurer que la Charente était bien un fleuve et non une rivière. Une carte de géographie aurait suffi à le prouver, mais j'eus besoin de le vérifier par 100 témoignages. Une fois le fait établi, je fus content pour elle. J'ai été élevé dans un milieu catholique, très croyant et très ouvert. La tradition dont on se réclamait le plus courageusement était celle d'un frère de ma mère, mort à 20 ans, qui avait appartenu aux premières équipes du Sillon, un groupe cherchant à réconcilier la République et le catholicisme face à une gauche de plus en plus anticléricale et matérialiste. Il n'y avait pas d'engagement politique particulier chez mon père ni chez mon grand-père. L'un était de tendance radicale, que l'autre dédaignait par goût du tranchant, impropre aux contingences électorales. À l'époque, quand on était catholique dans une petite ville de province, on se classait automatiquement à droite. Mais
quand on allait à la messe et qu'on refusait de s'associer aux arrogances, aux injustices de la droite, on n'était de nulle part. Tel était le cas de mon père, un des esprits les plus libres que j'eusse connus. Mais il ne pouvait user de cette liberté qu'en tête à tête avec lui-même, ou avec nous, ses 8 enfants, pendant les vacances à la maison. Il considérait, avec un détachement ironique, le code proprement brahamique qui régissait les relations humaines dans ce coin de Saintonge où ma famille maternelle habitait depuis des temps immémoriaux. Le feu des guerres de religion couvait encore sous la cendre. Tout catholique se sentait soupçonné d'avoir révoqué l'édit de Nantes. Par mesure de rétorsion, la haute société protestante, très assise dans le négoce des eaux-de-vie, penchait à gauche et fournissait d'excellents maires aux majorités radicales socialistes. Le dimanche matin, l'église et le temple, séparés en 2 assemblées, possessives du même Dieu, une bourgeoisie vêtue des mêmes habits de fête. L'échelle sociale avait 3 barreaux. Sur le premier perchaient les négociants, sur le deuxième les commerçants, sur le troisième les salariés. Mon père avait été pendant 30 ans le salarié de la compagnie des chemins de fer. Par droit de succession, il était devenu négociant, mais dans un art mineur. Le cognac, art majeur, occupant et de loin le sommet de l'échelle. Bref, il était, et nous avec lui, inclassable. Mais je ne veux pas peindre en noir ce qui fut douceur et clarté. Il y eut aussi les allégresses de l'amitié, qui se moquait des rites et traversait en riant les frontières. Il y avait les visites du 1er de l'an, les promenades en chantant sous le ciel des étoiles filantes quand l'été commence à fraîchir. Il y avait les rencontres et les apaisements de cœur au rythme d'une province dont les 4 saisons allaient au pas de notre vieux cheval. Avec ou sans l'amitié, les relations personnelles obéissaient à un code courtois et ne commettaient jamais ni d'impair ni d'écart. À table, pendant nos repas où nous étions rarement moins de 12, il était interdit de dire du mal des autres et de parler argent. Mon père savait qu'il vivait à la fin d'une époque et s'irritait en silence des rites désuets, des quiproquos compassés qui accompagnaient cette agonie. Il attendait les temps futurs comme on regarde un enfant grandir. Frondant les hiérarchies, détestant les privilèges, mais respectant l'ordre spirituel auquel il avait donné sa foi, il n'y avait pas de place pour lui dans la province de ce temps-là. Mais comme il trouvait la paix par la beauté d'un ciel ou l'affection d'un chien, cela est sans conséquence. Et si je cherche à me représenter ce que peut être un homme juste, c'est à lui que je pense. Mon enfance, je l'ai surtout vécue en pleine campagne, dans la propriété de mes grands-parents maternels, à la limite des départements de Charente et de Dordogne. Là, j'ai appris ce que sont les heures, la courbe des jours, les saisons. Le temps et les choses parlaient de Dieu comme d'une évidence. Les voyages se faisaient en voiture à cheval. On se rendait à Ribérac pour le marché hebdomadaire et ça prenait une journée. La bicyclette fut la fusée porteuse de mon entrée dans l'espace.
J'avais, avant elle, regardé l'horizon comme on a regardé la lune depuis l'origine des temps. Les progrès de la science et de la technique parvenus jusqu'à moi, je m'empressais de visiter la face cachée de la Terre. Sur cette face, il y avait d'autres collines, d'autres prairies. Plus loin, il y avait l'océan, les montagnes, là où j'irais à l'âge d'homme. Les soirées se passaient autour de la table de la salle à manger, à lire, écrire ou jouer aux échecs. Les bruits de la politique mouraient à notre seuil, assourdis par le moteur poussif de la batteuse au moment des moissons, par les pluies de l'automne, ou par l'épaisseur de ce silence, qui n'est jamais silence, occupé qu'il est par le vent, les oiseaux, et ces rumeurs qui viennent dont on ne sait où. Mais il me semble qu'arriver avec le facteur des nouvelles de la crise agricole et des chutes des ministères. Le soir, on parlait d'Herriot avec une sympathie méfiante, de Poincaré, sans chaleur mais avec révérence, de Briand, plaintivement, des communistes comme on aurait fait des Martiens, des Russes avec une rancune à cause de l'emprunt, des Anglais avec réserve à cause du partage de l'Afrique. J'ai vécu mon enfance dans un autre siècle, et il m'aura fallu faire un effort pour sauter dans le 20e. Je me suis jamais dit « Je serai président de la République ». Étudiant, je n'enviais pas Albert Lebrun, aux longs pieds et à la larme facile, qui, en dehors d'inaugurations diverses et du défilé du 14 juillet, n'avait d'autre contrainte que de comptabiliser les crises ministérielles. La Troisième République s'est distinguée par son absence d'imagination et de grandeur, sauf durant la Première Guerre et grâce à Clémenceau. En temps de paix, la France est un pays où en politique on cultive volontiers la médiocrité. À ma grand-mère me posant la question traditionnelle « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Je veux être pape. J'allais régulièrement à la messe. En partageant la liesse de la classe ouvrière dans les manifestations de 1936, j'ai découvert qu'il ne manquait pas dans le peuple de petites gens prêts à se battre, voire mourir, pour défendre leur droit au travail, leur droit à la prospérité, au loisir. La plupart ne fréquentaient pas l'Église. Et moi, incapable d'effectuer un choix politique, je n'entendais pas que mes jeunes années soient sans engagement. Berrichon par mon père, Saintonge par ma mère, je n'entends et parle que le français. Né au point de rencontre des pays d'Oc et d'Oll, mon oreille incertaine n'a pas su retenir le chant de la langue voisine. Mon grand-père maternel racontait dans un patois irréprochable de succulentes histoires charentaises qui faisaient la joie des soirées familiales. Lisant une biographie de Burgo des Marais, ce Jarnaquais qui traduisit Adam Mickiewicz, ce père de la littérature polonaise moderne, j'appris que mon ancêtre direct, Beaupré-Lorrain, avait été non seulement le compagnon préféré du barde Saintonge, mais aussi son diseur de fables et de poésie. Plus tard, j'ai acquis une liasse de manuscrits provenant de la succession goulbenaise, notre dernier chantre local, ou plutôt notre avant-dernier, car je n'oublie pas cette autre jarnacaise, Odette Commandon, et ses contes de la cagouille.
j'y ai trouvé une saveur liée à la vie du peuple qui est le mien. Encore s'agit-il d'un dialecte qui a le sens de ses limites. Mais cette approche me permet de comprendre l'attrait, l'amour des hommes pour la langue qui donne un sens aux choses qu'ils touchent, qu'ils voient, aux sentiments et aux idées. Vers 4 ou 5 ans, lorsque j'ai ouvert les yeux sur les choses, il n'y avait pas entre elles et moi l'écran que les gens, les préjugés et les temps ont mis plus tard. Je vivais dans l'immédiateté, le monde naissait avec moi. J'avais la tête pleine de musique naturelle, le vent qui claque, la rivière. Chaque heure avait son odeur. Je n'ai pas eu de camarades d'enfance, sauf plus tard au collège à Angoulême. Là, un professeur me fit connaître la NRF, la Nouvelle Revue Française, avec Gide, Bourget, Anatole France, et qui deviendra le phare des écrivains parisiens. Mon camarade Claude Roy ignore bien sûr qu'il y participera. Mais que d'éveil alors et que de conversation! Grâce à lui, j'entrai dans un monde paradisiaque où le style était roi. Claude avait un esprit littéraire plus formé que le mien. Il trouva une musique qui n'appartient qu'à lui. Donc, enfant, je n'avais pas d'amis. Je marchais dans la campagne. Je distinguais le bruit de la sarcelle qui cherche son abri, le cri de la mésange qu'on dérange. De la fenêtre du grenier de la maison de Touvent, demeure de mes grands-parents près d'Aubeterre, je pouvais d'un regard faire le tour de la terre. Le nord, chevelu d'ormes et de chênes et pierreux. À l'ouest, c'est comme la Toscane. C'est cette contrée qui a commandé à toujours que j'étais du paysage français. Et quoi que vous fassiez de votre vie, vous êtes descendant d'une lignée. Vous appartenez au pays de votre naissance et de votre enfance. Solitaire, je haranguais intérieurement un peuple invisible, je m'en souviens très précisément. Le paysage autour de Touvent m'inspirait. Et comme à cette époque, je lisais les orateurs de la Révolution, ceux de 1789 comme ceux de 1848, cela m'exaltait. De ce grenier jonché de gousses de maïs, par la petite fenêtre qui donnait sur le jardin, je lançais des appels à l'histoire, dont je modifiais le cours selon mes préférences. J'écrivais des poèmes. Les lieux, les paysages m'inspiraient. Mais j'avais un goût plus prononcé pour les fleuves et les rivières. Je m'étais dit que chaque fois que je rencontrerais un cours d'eau, je ferais un poème pour lui. Au début, c'était modeste. Cela concernait mon environnement immédiat. La Charente, la Seudre, la Gironde. L'eau, ce mouvement qui traverse les continents et va finalement à la mer, représentait à la fois la fatalité et un ensemble de symboles qui m'émeuvaient, m'inspiraient. Je me sens en communication avec les forces telluriques de la Terre et de tout ce qui fut l'histoire de la France. Rien ne m'en écarte. À la campagne, il y a des gestes immémoriaux, des rythmes immuables, les saisons, les semailles. Il est plus facile alors pour un enfant d'y mûrir. Mais mon grand bouleversement, ce fut la guerre. J'y fis l'apprentissage de la foule, de la masse, de la misère, de la saleté, de la violence. Avec l'âge, je me remets à penser plus souvent à mon enfance. En elle, je puise la plus large part des réserves dont je dispose.
Je reviens à mes origines, à mes premières émotions. J'ai un goût prononcé pour les photographies de mes parents, de leurs amis, des lieux où nous vivions. Quand on m'en apporte, je m'y attarde. Je cherche à travers elles ce qui m'a échappé. J'y découvre un monde que je croyais connaître. Et je me rends de plus en plus à Jarnac. Même si je n'y habite plus depuis longtemps, j'y conserve des points d'attache. Et j'en viens à mieux connaître les villes et les villages que lorsque j'y vivais autrefois. À croire qu'une distance m'en séparait, une distance intérieure, et que mes promenades à bicyclette ou dans l'automobile fatiguée de mon père ne m'avaient pas rendu assez sensible à sa beauté, à sa grâce discrète. Les Charentais ont une vertu de raison et d'équilibre, une forme de sagesse dont j'aimerais être digne. Non point que nous soyons meilleurs que les autres, enfermés derrière nos maisons et dont les murs sont assez hauts pour que personne ne puisse nous voir. On m'a prêté le mot « Ah, si tous les Français pouvaient ressembler aux Jarnacais !» Mais que ne m'a-t-on prêté? Je suis retourné parfois en Charente-Maritime, dont à Ronces-les-Bains où nous passions nos vacances. Et quand je vois les églises d'Aulnay, de Surgères, de Rioux, de Rétaux, de Talmont, je pense qu'elles valent bien les temples grecs de Sicile. J'ai le sentiment que ce que j'ai gardé de mon enfance représente la fraction la plus pure et la plus nette de ma personnalité.